Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc il y a un laboratoire mixte CEA-CNRS Université. C'est-à-dire que dans le même laboratoire, il y a des gens qui sont différentes tutelles. Et en l'occurrence, moi, ma tutelle, c'est celle du CEA. Mais ça ne change pas grand-chose. Et donc par ailleurs, effectivement, je suis assez actif dans un certain nombre de groupes, dont CPLC, où j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Et donc j'étais très content de répondre positivement à l'invitation qui m'a été faite. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur le changement climatique, vous montrer qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des vraies certitudes sur ce qui va nous arriver dans le futur, et puis il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus incertaines et avec potentiellement des impacts forts. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors pour commencer, je vous montre un petit film, c'est le seul film de ma présentation, qui montre, en fait, c'est la composition atmosphérique, c'est la quantité de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère en fonction du temps. Vous savez peut-être que le dioxyde de carbone, on le mesure sur un certain nombre de stations dans le monde, un nombre de stations qui augmente au cours du temps, parce qu'on s'est rendu compte que le dioxyde de carbone, c'était vraiment un truc important. Donc là, vous voyez que là, c'est ce qui se passait en 1986. En fait, ça montre la concentration depuis le pôle Nord, depuis le pôle Sud, jusqu'au pôle Nord, en passant par l'équateur. Et donc, vous voyez un petit peu les points, c'est les différentes stations où on mesure ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez qu'il y a une tendance à l'augmentation. La concentration de dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère. Et puis, vous voyez sur la partie gauche de la figure, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, vous avez un peu ces battements annuels. Alors, ces battements annuels, ils sont dus simplement au fait que pendant le printemps et l'été, la végétation absorbe une partie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère par le processus de la photosynthèse. Donc, ça a tendance à diminuer la concentration dans l'atmosphère. Et puis, au contraire, pendant l'automne et l'été, l'automne et l'hiver, cette même végétation, en fait, les feuilles pourrissent au sol, la végétation respire, donc rejette du dioxyde de carbone, et donc ça a tendance à faire augmenter les concentrations, en plus de celle qui est émise par les combustibles, par la combustion des fossiles, donc charbon, pétrole, gaz. Donc sur cette courbe ici, vous avez donc un peu la même chose, mais simplement à deux stations qui sont montrées. Là, vous avez une station en rouge, c'est sur les îles Hawaï, au milieu du Pacifique, et puis en bleu, c'est au pôle Sud. Vous voyez que sur les deux sites, il y a cette augmentation très très nette. Donc on sait que vraiment, depuis, au moins depuis 1980, mais en fait depuis le début des années 50, la concentration de dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère. Si on remonte un peu plus dans le temps, en fait, ces mesures précises du dioxyde de carbone, ça a commencé typiquement à la fin des années 50, la station qui était Mauna Loa. Si on veut remonter plus loin dans le temps, on n'avait pas de mesure directe de la concentration, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher de la glace, soit au Groenland, soit en Antarctique. Dans la glace, il y a des toutes petites bulles d'air. Ces bulles d'air, il y a très peu d'air dedans, mais avec les appareils actuels, on arrive quand même à mesurer quelle était la concentration, quelle était la composition de l'air au moment où ces petites bulles de glace ont été piégées dans la glace. Et donc on voit très bien que sur les 2000 dernières années, en fait, la concentration était relativement stable avant cette augmentation très rapide qui a commencé typiquement vers 1800. On peut remonter de la même manière, toujours avec ces carottes de glace, beaucoup plus loin dans le temps. Vous voyez, là, c'est 50 000 ans, 50 kHz, 100 000 ans, 200 000 ans. Et donc, vous voyez qu'à l'époque, donc avant que l'humain vienne un peu perturber la composition de l'atmosphère, eh ben, la concentration en dioxyde de carbone a varié. Il y avait ces cycles un petit peu, donc avec des valeurs qui étaient entre 170 et 270. Les unités, ce sont des ppm, des parties par million. Ça veut dire que sur 1 million de molécules d'air, eh ben, vous avez typiquement 200 molécules de dioxyde de carbone. Enfin, avant, il y en avait 200, maintenant, il y en a plutôt 400. Donc, on voit bien un petit peu qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que les activités humaines ont modifié la composition de l'atmosphère. Là, je vous ai montré le dioxyde de carbone, mais je pourrais vous montrer d'autres gaz, en particulier le méthane, en particulier le protoxyde d'azote, en particulier l'ozone. Tous ces gaz-là qui existaient depuis toujours, simplement ils existaient à certaines concentrations qui étaient naturelles, et on en a rajouté de par les activités humaines. D'autre part, donc toujours avec ces mêmes carottes de glace, en fait, on peut avoir une information sur la température au moment où cette glace s'est déposée, avec une technique qui est complètement différente, qui utilise les isotopes de l'eau. Donc c'est ce qui est montré en rouge ici. Et donc pareil, ça c'est sur les 400 000 dernières années. Vous voyez que là aussi, il y a eu des variations de la température, des variations naturelles bien sûr. Et ces variations étaient extrêmement bien corrélées aux variations de température,
attention, je ne vous ai pas dit que ça démontre que le CO2 a un impact sur la température, ça peut être le contraire, et enfin, vous savez bien que corrélation ne fait pas causalité. Donc je vais y revenir dans quelques minutes, et simplement pour insister sur ces variations naturelles du climat, je vous montre ici deux images de la Terre. L'image qui est à gauche, c'est la Terre un peu aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est une image d'artiste, hein, il n'y a pas de nuages, donc ça permet de voir les continents. Ça permet aussi de voir le Groenland, vous voyez, sur la partie supérieure de la Terre. Et puis encore au nord du Groenland, vous voyez un petit peu cette zone de banquise. Ça, c'est la situation un petit peu à la fin de l'été, où la surface de banquise est relativement réduite. Puis vous reconnaissez, je pense, l'Amérique du Nord à gauche, et puis l'Europe qui est à droite, et l'Afrique qui est en bas à droite. Donc, même chose, même image, même représentation, toujours image d'artiste sur les nuages, mais il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, c'est pas si longtemps que ça, hein. Typiquement les peintures de la grotte de Lascaux, c'était à cette époque-là. Et donc là, vous voyez que c'est quand même pas la même chose. Ce que vous voyez, c'est que le Groenland, et c'était pareil, hein, mais simplement c'était beaucoup plus étendu. Vous voyez que ce qui est l'Islande, c'était là aussi une grosse marge de glace. Et vous voyez que ce qui est aujourd'hui le Canada ou l'Europe du Nord était complètement recouvert de glace. Et quand je dis recouvert de glace, je ne parle pas de 30 cm qui permet de se déplacer à ski, je parle de 3 km. Il y avait typiquement 3 km de glace sur ce qui est aujourd'hui le Canada ou sur ce qui est aujourd'hui le nord de l'Europe. Et puis les Alpes, par exemple, c'était simplement une immense masse de glace avec des glaciers qui coulaient typiquement jusqu'à lui. Donc ça, en fait, cette différence entre les deux, bien évidemment, c'est pas les activités humaines qui sont passées de l'un à l'autre. En fait, sur le dernier million d'années, le climat a pas mal basculé entre une époque chaude qui ressemble à ce qui est à gauche et puis une époque froide qui ressemble à ce qui est à droite. Et en fait, ça, ces variations naturelles, elles étaient essentiellement pilotées par l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il y a des très légères variations de cette orbite, mais ces variations induisent des changements climatiques de ce type-là. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que si on regardait attentivement l'image de droite, on voit aussi que les traits de côte ne sont pas les mêmes que les traits de côte qu'on a aujourd'hui, parce que à l'époque, toute l'eau qui était dans ces calottes de glace, elle n'était pas dans la mer, et donc la mer était typiquement 130 mètres, enfin le niveau de la mer était 130 mètres plus bas que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une corrélation entre température et CO2, mais que corrélation ne fait pas causalité. Pour avoir causalité, il faut avoir un processus bien compris. Je ne vais pas prendre le temps de rentrer dans les détails, mais simplement, ce processus qui est bien compris, c'est le processus d'effet de serre. Je n'ai pas envie de passer 5 minutes à vous expliquer comment ça marche exactement. Simplement, j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui est parfaitement compris, parfaitement quantifié. Je veux dire, on est capable de calculer la quantité de rayonnement infrarouge qui sort de l'atmosphère à mieux que 1% près. Donc ça, c'est validé par satellite. Et donc, tous les gens qui disent « Ah là là, mais l'effet de serre, on n'est pas très sûr, il n'y a pas de preuves », c'est juste complètement faux. C'est quelque chose qui est bien compris. Et même, on comprend parfaitement quels sont les gaz qui sont responsables de l'effet de serre. Donc ça, c'est ce qui est là aussi, bon, j'ai pas le temps de représenter dans les détails, mais ce graphe, il illustre un petit peu quels sont les gaz à effet de serre qui sont importants. Donc vapeur d'eau, bien sûr, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Sont bien montrés là. Vous voyez bien que la vapeur d'eau, c'est vraiment celui qui est le plus important. Et l'autre chose qu'il faut retenir de ce graphe, c'est que les composants principaux de l'atmosphère en masse, qui sont l'oxygène et l'azote, le dioxygène et le diazote, n'apparaissent pas sur cette image parce que ces gaz-là sont complètement transparents au rayonnement infrarouge et donc ne participent pas à l'effet de serre. Donc 99% de la masse de l'atmosphère ne participe pas à l'effet de serre et c'est seulement 1% qui joue ce rôle-là. Donc ça veut dire que même quand on fait des petites perturbations, eh ben on peut modifier de manière significative l'effet de serre. Voilà, alors maintenant, donc pourquoi les émissions, pourquoi les quantités de CO2 dans l'atmosphère augmentent? Là aussi, c'est bien compris, hein, c'est lié au fait que l'homme brûle les combustibles fossiles. Alors en fait, donc chaque année, l'homme met à peu près 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. 40 milliards pour à peu près 7 milliards d'habitants. Donc ça veut dire que chaque humain met 7 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Alors c'est pas complètement nouveau qu'on mette du carbone dans l'atmosphère. Vous voyez que dès la fin du 19e siècle, chaque année, on en mettait à peu près entre 2 et 3. Et c'était essentiellement lié à la déforestation.
Ah oui, la population augmente, donc il faut faire de la place pour l'agriculture. Et donc quand on veut faire de la place pour l'agriculture, le plus simple c'est de couper une forêt, de la brûler, et puis de faire un champ de maïs à la place. Donc c'est ça qu'on faisait déjà à l'époque, c'est ça qu'on a fait en Europe, c'est ça qu'on a fait en Inde, et puis évidemment maintenant il y a un certain nombre de pays tropicaux qui aimeraient bien faire la même chose, en particulier c'est le Brésil qui a été beaucoup médiatisé, mais c'est vrai aussi en Indonésie. Le Brésil, l'Indonésie et un certain nombre de pays tropicaux font exactement la même chose que ce que les Européens ont fait simplement plus tôt dans le siècle, donc c'est difficile de leur reprocher alors qu'on a fait pareil. Bon bref, donc ça c'est la déforestation. Donc il met quelques milliards de tonnes dans l'atmosphère chaque année, plutôt en décroissance par rapport à ce qui s'est passé à la fin des années 90. Bon, et puis par ailleurs, il y a la combustion du charbon, du pétrole, du gaz et du ciment. Vous voyez que le charbon, c'est intéressant de voir que en fait, la principale cause la principale source de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est le charbon, c'est pas le pétrole. Pour les Français, ça peut paraître bizarre de dire, mais non, le charbon, plus personne n'utilise du charbon en France. Alors c'est presque vrai, on utilise encore un tout petit peu de charbon pour fabriquer de l'électricité, plus personne ne se chauffe au charbon. Mais en fait, la France est plutôt une anomalie. C'est-à-dire qu'il y a des pays, y compris très comparables. L'Allemagne brûle encore beaucoup de charbon pour fabriquer son électricité. C'est le cas aussi des États-Unis. Et puis, bien évidemment, c'est le cas de la Chine qui utilise énormément de charbon, essentiellement pour son électricité, aussi un peu pour la sidérurgie. Donc vous voyez ensuite les autres, pétrole, le gaz, qui se sont rajoutés par-dessus. Ce qui est intéressant de voir aussi sur cette image, c'est qu'en fait, il n'y a jamais une énergie qui en a remplacé une autre. Simplement, c'est toujours quelque chose qui s'est ajouté sur celle qu'on utilisait déjà. Alors, l'autre truc qu'il faut savoir toujours par rapport à cette histoire de composition atmosphérique et d'effet de serre, c'est que quand je vous ai montré tout à l'heure qu'on connaît la composition de l'atmosphère, la quantité de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, donc on sait combien ça augmente chaque année, on sait aussi relativement précisément combien de pétrole, de charbon, de gaz on brûle, donc on sait assez précisément combien on met de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et entre les deux, ça colle pas. C'est-à-dire que l'accumulation dans l'atmosphère est 2 fois plus faible que la quantité de dioxyde de carbone qu'on y injecte. La raison, elle est quand même bien comprise, on n'est pas en train de se gratter la tête, c'est simplement que chaque année, la végétation et les océans absorbent une partie du dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère. Alors, pour les océans, c'est très clair, il y avait un équilibre de dissolution entre l'air et l'eau. Vous augmentez la quantité de dioxyde de carbone dans l'air, et pour rétablir l'équilibre, ça génère un flux qui va vers l'océan. Donc l'océan est une grande poubelle, et finalement ça absorbe une partie du carbone. Puis pour la végétation, c'est pas tout à fait le même processus, simplement vous savez tous que le dioxyde de carbone, c'est la nourriture un petit peu des plantes, donc c'est ce qui est ingéré par la photosynthèse. Et en fait, les plantes, elles trouvent plutôt que plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est plutôt favorable. Ça favorise la pousse des plantes, ça favorise l'agriculture aussi. Et donc les forêts ont plutôt tendance à grandir, à grossir, du fait de cette augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors la grande question, une question d'ailleurs sur laquelle mon laboratoire travaille, c'est oui mais bon, aujourd'hui c'est uniquement le CO2 qui augmente, ensuite il va y avoir du changement climatique, c'est-à-dire des zones qui vont devenir plus chaudes, des zones qui vont devenir éventuellement avec plus sèches, et donc est-ce que la végétation va continuer à trouver que le changement climatique c'est plutôt une bonne chose, et c'est pas sûr du tout, même s'il y a des incertitudes là-dessus. Donc je continue mon truc. Alors, donc là je vous ai montré deux choses. Je vous ai montré que la composition atmosphérique changeait. On sait assez précisément comment et de combien. Et puis d'autre part, je vous ai montré que l'effet de serre, c'est quelque chose qu'on savait très bien calculer. Donc on est capable de calculer très précisément de combien, le fait qu'on ait changé la composition atmosphérique, de combien ça réduit la capacité de la Terre à se refroidir. Et donc ça, on peut mettre un chiffre en face. C'est je vous ai montré là, le CO2 qui est là. Ça, c'est justement une figure qui vient des rapports du GIEC. Et donc, vous voyez que ça fait un forçage. Ça fait 2 watts par mètre carré. Donc, le forçage du dioxyde, le fait qu'il y ait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est comme s'il y avait 2 watts par mètre carré supplémentaires. Alors, 2 watts, on pourrait dire, 2 watts, c'est pas grand-chose. Enfin, imaginez, ça veut dire que sur un hectare, donc 100 mètres par 100 mètres, ça fait donc 10 000 mètres carrés, donc ça fait 20 kilowatts. Donc ça veut dire que c'est comme si sur chaque hectare, vous aviez 20 radiateurs électriques typiques, un radiateur électrique d'1 kilowatt. Donc c'est comme 20
20 sur chaque hectare, partout sur la Terre. Donc c'est quand même 2 watts par mètre carré, en fait c'est considérable quoi, comme ordre de grandeur. Bon, et puis alors d'une part, il y a, donc je vous ai parlé, ça c'était uniquement pour le CO2, il y a la même chose pour les autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, vous voyez que c'est la deuxième ligne sur mon graphe ici. La troisième ligne, c'est l'ozone, un petit peu le même processus, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a de l'ozone dans la troposphère, dans la basse atmosphère, mais il y a aussi de l'ozone dans la stratosphère qui n'ont pas tout à fait le même impact, donc c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, il y a d'autres perturbations. Par exemple, une perturbation, c'est le fait que quand vous coupez une forêt et que vous mettez un champ de blé à la place, et ben la forêt est très sombre. Du coup, le champ de blé, lui, il réfléchit plus la lumière. Du coup, ça fait de la lumière solaire qui est renvoyée vers l'espace, et donc ça, c'est plutôt un effet qui va refroidir. D'accord? Donc, vous coupez une forêt, vous la brûlez, vous remplacez par un champ de maïs. Bon, au premier ordre, vous rajoutez du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc ça a plutôt tendance à réchauffer. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un petit effet qui va dans le sens contraire. Donc, le changement, c'est ce qui est marqué, c'est la barre bleue qui est le changement d'utilisation des sols. Et puis le gros truc qui est important, ce sont les aérosols. Alors les aérosols, c'est toutes les particules solides ou liquides qui sont en suspension dans l'atmosphère. Généralement, on parle de pollution, on parle d'aérosols. Hein, parce que typiquement, là, les jours où c'est très pollué, on voit que l'air est un peu brumeuse. Pourquoi l'air est brumeux? Ce sont ces particules qui sont en suspension dans l'atmosphère, avec des impacts sur la santé, que je pense que vous connaissez bien, mais avec un effet qui est plutôt refroidissant, parce que ces particules brumeuses, donc elles diffusent la lumière un peu dans toutes les directions, donc en particulier, il y a une partie des rayons du soleil qui sont renvoyés vers l'espace, et donc qui ne contribuent pas au réchauffement de la Terre, et donc cette pollution, finalement, ces aérosols, ont plutôt un effet refroidissant. Donc finalement, lutter contre la pollution, c'est excellent pour la santé. Par contre, pour le climat, c'est pas forcément formidable parce qu'aujourd'hui, ces aérosols, ils ont plutôt tendance à compenser en partie les gaz à effet de serre. Et donc vous voyez qu'à la fin, le total, il est estimé à un peu plus de 2 watts par mètre carré, mais quand même avec une grosse barre d'incertitude. Et cette grosse barre d'incertitude vient essentiellement de l'impact des aérosols, qui est quand même beaucoup moins bien connu que l'effet des gaz à effet de serre, en particulier parce que autant les gaz à effet de serre sont relativement bien mélangés, sont très bien mélangés dans l'atmosphère, autant les aérosols sont très très hétérogènes dans l'espace et dans le temps, ce qui rend la quantification de leur effet un peu difficile. Bon, allez, ça je vais passer. Donc évidemment, tout ça, ça a un impact sur les températures. Hein. Vous ne mettez pas 20 radiateurs électriques sur tous les hectares sans impact. Et donc effectivement, on observe très bien que la température augmente. En fait, les 4 années les plus chaudes, c'est les 4 dernières années, hein, dans l'ordre 2016, 2017, 2015, 2018. Hein. Pourquoi? En fait, 2016, il y a eu un événement El Niño extrêmement fort. Bon, El Niño, pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais donc c'est un phénomène naturel qui se produit plutôt dans le Pacifique, qui est dû à l'interaction entre l'océan et l'atmosphère. Et puis, quand c'est des années El Niño, justement, la température de la Terre est un petit peu plus élevée. Il y en avait déjà eu un très fort en 98, et puis le dernier a eu en 2007. En tout cas, voilà. Donc, même s'il y a de la variabilité interannuelle, qui est liée simplement au fait que l'atmosphère, l'océan, tout ça, c'est chaotique. Donc, il peut y avoir des années chaudes, des années froides. Et puis, il y a des forçages aussi. Quelquefois, il y a une grosse éruption volcanique qui met des aérosols dans l'atmosphère qui ont tendance à refroidir le climat pendant 1 ou 2 ans avant que ces aérosols retombent. Puis voilà, mais par contre le forçage direct, lui, il est très net. Et donc vous voyez que depuis le début des années 70, on a une augmentation de la température pratiquement linéaire. Hein. Au premier ordre, on a du mal à voir quelque chose qui n'est pas simplement linéaire, de à peu près 0,18 degrés par décennie. Et donc c'est une augmentation des températures en fait qui a commencé certes dès le début du XXe siècle, avec un petit peu des fluctuations qui étaient moins nettes. Alors pour les raisons, c'est que d'une part l'augmentation du dioxyde de carbone était moins rapide à l'époque, et puis surtout l'effet des aérosols en fait était plus fort à ce moment-là. Mais depuis, on a mis en place des mesures de lutter contre la pollution qui fait que justement l'effet du CO2 il est plus clair. Donc c'est comme ça qu'on explique un petit peu cette baisse ou stabilité des températures pendant cette période-là. C'est le fait qu'il y avait un peu une compensation entre l'effet des gaz à effet de serre et l'effet des aérosols.
Sur la France, on peut regarder, hein, donc là aussi c'est des cartes. Alors chaque carte, c'est la température moyenne de l'année, donc ça permet de voir, d'une part que la tendance au réchauffement est vraiment très nette. Vous voyez qu'il y a plus d'1 degré hein, entre ce qui se passait dans les années 60 et puis ce qui se passe sur les 10 dernières années. Vous voyez qu'on est... Alors, il y a des variabilités annuelles. Hein. Par exemple, l'année 2010 était plutôt plus fraîche que la moyenne de ces dernières années. Mais globalement, la tendance est très nette. Et alors j'aime bien montrer cette figure aussi parce que pour vous montrer qu'il y a une corrélation spatiale. C'est-à-dire que quand vous avez une année froide en Bretagne, très généralement c'est aussi une année froide en Alsace et puis dans le sud de la France. Il y a quelques exceptions, hein. Par exemple l'année 76 qui est sur cette colonne-là, la deuxième en partant du haut. Vous voyez qu'elle était plutôt plus chaude dans le nord de la France et puis plutôt plus fraîche dans le bas. Ça se voit mieux sur l'écran que par derrière moi. Mais voilà, globalement il y a ça. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça vous montre pourquoi, si vous mettez simplement un seul thermomètre au centre de la France, et vous mesurez très précisément sur ce thermomètre-là, là vous avez déjà une bonne idée de l'anomalie de température de cette année-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir un thermomètre tous les kilomètres pour avoir une bonne estimation de la température annuelle de la France. Donc ça vous montre pourquoi on arrive à avoir une estimation de la température globale dans la Terre, là aussi sans avoir besoin de mettre un thermomètre tous les kilomètres. Donc, parce qu'il y a des corrélations spatiales de ces températures, corrélations spatiales qui sont de l'ordre de 1000 km sur les terres et qui sont même beaucoup plus grandes sur les océans. Bon, alors bien sûr, cette augmentation des températures, elle se voit aussi sur les extrêmes et donc sur ce qu'on appelle les canicules qui ont des impacts sur la santé bien connus. Donc là, vous avez des graphes qui m'ont été donnés qui sont disponibles sur les sites de Météo France, en particulier des épisodes de canicules qui sont un peu classés par sévérité. Alors la sévérité, c'est d'une part quelle est la température moyenne sur la France, et puis aussi quelle est la durée. Parce que effectivement, l'épisode de juillet qu'on a eu cet été était pratiquement aussi intense que l'épisode de 2003, mais qui a été beaucoup mieux vécu, essentiellement parce que l'épisode de 2003 était beaucoup plus long, donc évidemment tous les bâtiments avaient eu le temps de chauffer, et donc la sévérité de ce truc-là est importante. Alors il y a quelque chose qui est intéressant sur les canicules, en fait, en particulier en France, c'est qu'en gros, quand la température moyenne augmente de 1 degré, et bien, la température des extrêmes a plutôt tendance à augmenter de 2 degrés. D'accord? Donc il y a pratiquement un doublement, il y a un facteur à peu près 2 entre la température moyenne et la température entre l'augmentation de la température moyenne et l'augmentation de la température des extrêmes, parce qu'il y a des phénomènes de rétroaction qui impliquent en particulier l'humidité des sols. C'est pas encore totalement compris, totalement quantifié, c'est-à-dire que les modèles n'arrivent pas à reproduire ça exactement, mais enfin c'est quelque chose qui quand même s'observe de manière très nette. Et donc quand vous entendez dire, tiens, peut-être qu'on va se prendre 3 degrés à la fin du siècle, au milieu du siècle, 3 degrés supplémentaires au milieu du siècle, d'une part il faut bien comprendre que ça c'est la température moyenne de la Terre, sachant que le réchauffement sur les terres il est plutôt plus fort que sur les mers. Donc ça veut dire que 3 degrés en moyenne, ça veut plutôt dire plus que ça sur les terres, là où l'immense majorité des gens habitent. Et puis d'autre part, c'est aussi plus important dans les hautes latitudes. Donc ça veut plutôt 3 degrés sur la Terre, ça veut plutôt dire 4 degrés et demi sur la France. Et ensuite, là, ce qu'on observe, à nouveau, c'est pas totalement compris, 4 degrés sur la France, ça veut plutôt dire 8 degrés de plus sur les événements extrêmes de type canicule. Donc c'est vraiment, faut pas se dire, ouais bon, 3 degrés on va s'adapter, enfin ce à quoi il va falloir s'adapter éventuellement pour les canicules, c'est plutôt 8 que 3. Quoi. Alors le travail du GIEC, donc tout à l'heure, ah oui tiens, je voulais corriger ce que vous avez dit, je travaille pour le GIEC. Personne ne travaille pour le GIEC, enfin je suis pas chercheur du GIEC. Le GIEC c'est simplement un certain nombre de climatologues qui sont sélectionnés par un bureau, essentiellement sur la base de leurs compétences, mais aussi en faisant gaffe à la diversité géographique et compagnie, mais qui sont sélectionnés pour écrire un rapport donné, quoi. Et donc, pendant la période où il faut écrire ce rapport, eh ben, leur employeur les autorise à consacrer une partie de leur temps à
travailler pour le GIEC, mais ils ne sont pas salariés du GIEC, ils continuent à être salariés de leur institut. Donc moi j'ai fait ça pour le 5e rapport qui a été publié en 2014, donc je suis auteur du 5e rapport, mais c'est tout. Mais c'est tout, je ne suis pas auteur du 6e rapport qui est en cours d'écriture, donc je ne fais pas partie du GIEC. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est j'ai été auteur du 5e rapport du GIEC. Et donc le travail du GIEC, c'est, on part de la littérature scientifique, que vous connaissez bien. Bon, les climatologues, ils cherchent et puis ils mettent leurs trucs dans des papiers. Et donc les auteurs du GIEC, ils lisent la littérature scientifique sur le sujet, enfin chacun, on s'est réparti le travail évidemment, donc on a défini les chapitres, on a défini ce qu'on va traiter dans les différents chapitres, et ensuite on se répartit le travail, et donc on essaie de lire un petit peu tout ce qui a été publié sur un sujet donné, et après on en fait une synthèse, c'est-à-dire qu'on dit, tiens, sur tel sujet, il y a accord, les différents chercheurs sont d'accord pour dire que tel processus se passe de telle manière, ou éventuellement de dire, tiens, sur ce truc-là, il n'y a pas d'accord, ou là-dessus, on manque d'informations pour pouvoir avoir une conséquence, une affirmation. Voilà, donc tout ça, on va le mettre dans le rapport, et donc typiquement, voilà, je vous donne des exemples, donc tous les modèles, dans la synthèse, on va dire, oui, maintenant c'est une quasi-certitude que l'augmentation des températures qu'on observe actuellement est due aux activités humaines. C'est une quasi-certitude que cette augmentation des températures va changer dans le futur. Par contre, est-ce que ça a un impact sur les précipitations? Bon, là, on va dire, ouais, on a l'impression qu'on voit quelque chose sur les moyennes latitudes de l'hémisphère nord, mais on n'est pas tout à fait sûr. Il y a un degré de confiance qui est plus faible. Donc, c'est dit explicitement que le degré de confiance est faible là-dessus. Et puis, dans le rapport du GIEC, vous disiez aussi que, par exemple, on n'est pas capable de dire qu'il y a plus de cyclones aujourd'hui qu'il y en avait avant. Donc, il n'y a aucune certitude là-dessus. Et c'est écrit absolument explicitement. Donc là aussi, quand les gens disent il y a le GIEC qui vote, ils décident d'un truc, ils votent à bien lever, ça devient une vérité, c'est pas du tout ça. Le rapport du GIEC fait bien la part entre les différentes certitudes et les incertitudes. Bon, et alors évidemment, quand vous passez, donc ça, le rapport du GIEC, c'est un truc qui fait entre 500 et 1000 pages, qui est typiquement écrit pour des gens d'un niveau master, et puis après on en fait ce qu'on appelle un résumé pour les décideurs. Donc c'est un truc qui fait une trentaine de pages, qui d'ailleurs est traduit en particulier par CPLC, pour justement le donner rapidement accès à cette information au plus grand nombre. Et ça, la version originale de ce qu'on écrit par le GIEC, on nous demande d'écrire quelque chose à destination de gens de niveau terminal scientifique. Voilà un petit peu le... Donc ça, si vous voulez vraiment savoir ce que le GIEC dit sur le climat, c'est ce truc-là qu'il faut aller lire, et malheureusement pas trop les journaux, parce que typiquement dans les journaux, vous allez lire qu'il y a une augmentation des cyclones et que c'est à cause du réchauffement climatique, alors que le GIEC n'a pas dit ça. D'autre part, oui, le dernier truc que je voudrais dire sur le GIEC, c'est qu'en fait, il y a trois groupes. Moi, je vous ai surtout parlé de ce qu'il y a dans le groupe 1, et c'est le groupe dont je fais partie, qui fait vraiment les sciences du climat. Mais évidemment, par contre, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt ce qui est fait dans le groupe 2. Ce sont les impacts du changement climatique, mais impacts sur la santé d'une part, mais aussi sur l'agriculture, mais aussi sur les pêches, mais aussi sur les infrastructures, mais aussi sur les relations sociales, le problème d'immigration, des choses comme ça. Et puis le troisième groupe, lui, va regarder qu'est-ce qu'on peut faire sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Donc là, vous allez voir des gens, des architectes par exemple, qui disent tiens, on pourrait construire les immeubles de telle et telle manière pour être plus résilient par rapport au changement climatique. Et puis vous allez bien sûr avoir des spécialistes de l'énergétique qui vont vous expliquer qu'on peut changer toutes les centrales au charbon par des énergies renouvelables ou du nucléaire, ou des choses comme ça. Donc ça sera dans le troisième groupe. Alors des impacts du changement climatique. Donc ça, c'est une figure qui est extraite justement d'un rapport du GIEC récent qui dit bien, oui, déjà aujourd'hui, on observe, il y a déjà des impacts du changement climatique. C'est pas uniquement un changement des températures, des précipitations. Il y a des impacts sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur les ressources en eau. C'est des choses qui sont déjà réelles, qui sont déjà tangibles.
Alors il y a des pays qui s'adaptent relativement facilement à ces modifications. Hein. C'est vrai en gros de tous les pays industrialisés. D'une part parce que généralement ils ne sont pas dans des zones qui sont critiques par rapport au climat, mais surtout parce qu'ils ont une économie qui ne repose pas trop sur l'agriculture. Et évidemment, c'est l'agriculture qui est c'est le secteur économique qui est le plus sensible au climat. Puis d'autre part, ces pays-là ont souvent les moyens de s'adapter. Typiquement, on met une clim, on change un peu l'isolation de nos bâtiments. C'est bien évidemment pas possible dans absolument tous les pays. Alors, pour savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est plus de l'observation, hein, évidemment, c'est de la modélisation. Donc, un certain nombre de groupes dans le monde ont développé des modèles de climat. Donc, un modèle de climat, en fait, c'est très similaire à un modèle de prévision météorologique. Simplement, quand on prédit le climat à 100 ans, on est obligé de prendre en compte des modifications de choses qu'on peut considéré comme immuable dans un modèle météo. Typiquement, si vous voulez savoir quelle va être la météo la semaine prochaine, vous pouvez supposer que la forêt de Rambouillet, la semaine prochaine, elle sera encore là et que le Groenland, il sera toujours à la même place, il aura à peu près le même volume. Si par contre vous voulez faire une prévision climatique à l'échelle de 100 ans, vous êtes obligé de considérer que le Groenland, il ne sera pas forcément aussi gros qu'aujourd'hui, éventuellement il aura mis de l'eau douce dans les océans, et éventuellement la forêt de Rambouillet, elle ne sera pas de la même manière que ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sont juste deux exemples pour vous montrer que voilà, le modèle de climat, c'est la même chose. Hein. On essaie de modéliser les nuages, les précipitations, la circulation atmosphérique, la circulation dans les océans, mais aussi beaucoup plus de choses qui, eux, ne sont pas pris en compte par la météo. Alors, donc des modèles de climat de ce type-là dans le monde, il y en a une trentaine. Et donc, en préparation au rapport du GIEC, hein, c'est parfaitement standard. À chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC en préparation, il y a un exercice international où on va dire, tiens, tous les groupes qui font de la modélisation climatique, ils vont forcer leur modèle avec les mêmes trajectoires de dioxyde de carbone, d'autres gaz à effet de serre et des aérosols. Je m'explique un petit peu. Donc on définit quatre scénarios de trajectoire. C'est ce qui est montré ici. Donc vous voyez qu'il y a un scénario qui est assez optimiste, qui suppose que le dioxyde de carbone il va continuer à augmenter jusqu'en 2040, et puis après les concentrations vont doucement diminuer. Pour arriver à ça, il faut une sacrée diminution des émissions, hein, parce que évidemment, pour avoir une diminution des concentrations, il faut avoir des émissions qui sont quasiment à zéro, et bien pour avoir une stabilisation des concentrations, il faut avoir des émissions qui sont typiquement 4 fois plus faibles que ce qu'elles ont aujourd'hui. Donc déjà, pour arriver à ça, c'est du boulot. Bon, donc ça, c'est le scénario qui est un petit peu optimiste. Vous avez au contraire un scénario qu'on peut qualifier de pessimiste, où on dit que, allez hop, tout le combustible fossile qui est dans le sous-sol, on va continuer à le brûler, du coup les concentrations vont continuer à augmenter à peu près au même rythme, hein, donc on va aller jusqu'à aujourd'hui, là où on a 2 watts par mètre carré à peu près, on va monter jusqu'à plus de 8 watts par mètre carré de forçage. Hein. Et puis vous voyez, il y a 2 scénarios intermédiaires. Donc ça, ce truc-là, cette trajectoire finalement c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif, mais c'est un peu la quantité de carbone qu'on met dans l'atmosphère. On le donne à manger au modèle, on dit, tiens, dis-nous quel est le climat sur ce truc-là. Et évidemment, les modèles, ils ne donnent pas tous la même réponse. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que ça permet de voir qu'est-ce qui est fiable et pas fiable. C'est-à-dire que si tous les modèles sont d'accord pour dire un truc, c'est pas une preuve, hein, ça ne sera jamais une preuve au sens mathématique du terme, enfin, c'est quand même, on se dit, on a confiance que ce truc-là va se passer. Et si à l'inverse, il y a quelque chose que les modèles disent, il y en a un qui dit plus 1 et l'autre qui dit moins 1, et bien là, on est obligé de dire, on ne sait pas très bien. Je vais vous donner des exemples pour ça. Donc là, vous voyez typiquement pour la température, hein, vous voyez, en fait, les graphes, là, le graphe de droite, il montre la trajectoire de température moyenne de la Terre pour les deux scénarios extrêmes. Donc vous voyez que le scénario extrême, pour ce qui va se passer à la fin du siècle, il se distingue vraiment. Hein. Il y en a un qui dit qu'on va faire plus 1 degré en plus, et l'autre qui dit on va faire 4 degrés en plus. Mais vous voyez qu'il y a quand même une barre d'erreur, hein, c'est la zone grisée. Et donc cette barre d'erreur, c'est les différences entre les modèles. Il y a des modèles qui disent plutôt, typiquement, il y a un modèle qui va dire plus 5 à la fin du siècle, et puis l'autre qui va dire plus 3 pour la même concentration de dioxyde de carbone. Donc il y a quand même une partie de l'incertitude qui est liée à notre incapacité, à
les erreurs qu'on fait dans la modélisation du climat. J'avance un petit peu. En fait, j'ai une figure là pour vous essayer d'expliquer ça. Finalement, c'est pas tellement le forçage initial. Je vous ai dit tout à l'heure que l'effet de serre, c'est un truc, vraiment, il n'y a pas de doute dessus. Quand on est capable de dire, c'est 2 watts par mètre carré, enfin, si vous mettez tant de dioxyde du carbone, ça va être 2 watts par mètre carré, et pas autre chose, enfin, avec une toute petite barre d'incertitude. L'incertitude, elle n'est pas là. L'incertitude, c'est que, bon, bah, ok, si on met 2 watts par mètre carré, le climat se réchauffe. Si le climat se réchauffe, eh ben, la circulation atmosphérique va changer, il va pas y avoir des évaporations aux mêmes endroits, éventuellement il n'y aura pas des nuages aux mêmes endroits qu'avant, et du coup ça va induire des rétroactions, c'est-à-dire que si on met, si le climat change, éventuellement ça va peut-être renforcer l'effet de serre, ou au contraire ça va l'atténuer. Alors je vais essayer d'expliquer ça un peu, et pour vous dire que c'est là vraiment qu'il y a une incertitude importante. La vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre. Non, par contre, la vapeur d'eau, en gros, même si vous rajoutez de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, en fait, s'il y a trop de vapeur d'eau, bon, elle va retomber sous forme de précipitation, parce qu'il y a une régulation qui est faite de manière un petit peu automatique. En fait, la capacité de l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau dépend directement de sa température et dépend très fortement de sa température. Donc ça veut dire que s'il se met à faire plus chaud, d'accord? À cause du dioxyde de carbone, il se met à faire plus chaud. S'il fait plus chaud, l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau. C'est-à-dire que pour la même température, il va y avoir plus d'évaporation pour arriver jusqu'à cette limite, mais qui est plus élevée. Du coup, vous allez avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et je vous l'ai dit, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, et donc ça va renforcer encore l'effet initial. Donc au début, le forçage c'est le CO2, mais la rétroaction, c'est la vapeur d'eau qui conduit à ce que la température soit encore plus forte. Et en fait, ce facteur, ça amplifie l'effet initial d'un facteur typiquement 3. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette rétroaction de vapeur d'eau, eh ben vous aurez le réchauffement pour une quantité de dioxyde de carbone donnée sera 3 fois plus faible que ce qu'il est effectivement. Donc ça c'est relativement bien compris. Le principe est bien compris et on pense qu'il y a assez peu d'incertitude sur la manière dont c'est modélisé. La grosse incertitude est liée aux nuages. C'est-à-dire que les nuages, c'est vachement compliqué. D'une part, savoir s'il va y avoir un nuage qui va se former ou pas, c'est pas facile à faire. Mais surtout, les nuages, c'est compliqué parce qu'ils ont un double effet. D'une part, les nuages, ils sont refroidissants. C'est-à-dire que quand il y a un nuage, eh ben, ça réfléchit la lumière du soleil. Donc c'est autant d'énergie qui repart vers l'espace, qui ne sert pas à chauffer la Terre. Donc ça, clairement, ça refroidit. Mais les nuages, ils ont aussi un effet de serre. En fait, ils bloquent le rayonnement infrarouge. Et du coup, cet effet de serre des nuages, il a plutôt tendance à réchauffer. Donc est-ce que c'est plutôt l'effet de serre qui domine ou est-ce que c'est plutôt l'effet d'albédo? C'est compliqué parce que ça dépend des nuages. En gros, les nuages bas, c'est surtout l'effet d'albédo qui compte. Les nuages bas, ils ont plutôt un effet refroidissant, et les nuages élevés, ils ont plutôt un effet réchauffant. Vous voyez que tout ça, c'est compliqué. Et donc, dans le cas, s'il y a un changement climatique, s'il y a un réchauffement climatique, est-ce qu'il va y avoir plus de nuages ou moins de nuages? Est-ce qu'il va y avoir plutôt plus de nuages élevés ou plutôt moins de nuages élevés? Eh ben, c'est là que les modèles sont éventuellement pas en accord entre eux, et donc ne sont pas en accord sur la rétroaction des nuages. Donc est-ce que les nuages vont renforcer l'effet, ou au contraire les nuages vont un peu l'atténuer? Eh ben, c'est là qu'il y a une incertitude principale sur l'amplitude du changement climatique. Et donc tout à l'heure, je vais parler de différence entre les modèles. Donc je vous ai montré simplement la température moyenne globale, mais évidemment, on regarde plein d'autres paramètres que ça. Bon, d'une part, les gens, ils ne sont pas sensibles à la température moyenne globale, ils sont sensibles à la température chez eux. Donc on regarde un petit peu quelle est l'évolution des températures en fonction du lieu. Donc c'est ce qui est montré sur les deux figures du haut. Alors donc à gauche, il y a le scénario que j'ai qualifié d'optimiste tout à l'heure. À droite, c'est le scénario que j'ai qualifié de pessimiste, hein, qui prévoit un forçage qui est beaucoup plus important. Donc vous voyez que ça c'est la température, donc vous voyez qu'il y a une augmentation des températures quasiment partout, mais vous voyez quand même qu'il y a un peu une exception, c'est l'Atlantique nord-ouest, donc ça c'est lié au fait que la circulation océanique va se modifier, donc ça peut conduire à un très léger refroidissement dans cette zone-là. Donc à part ça, vous voyez qu'il y a une augmentation des températures à peu près partout. Et vous voyez qu'il y a des petits points partout. Donc les petits points, ça veut dire que c'est fiable. C'est-à-dire que tous les modèles disent tous les modèles sont d'accord sur le signe.
tous les modèles sont d'accord pour dire que dans cette zone-là, ça va se réchauffer. Et d'ailleurs, par contre, vous voyez que dans la zone que je décrivais il y a 2 secondes, vous voyez qu'il y a des hachures dans ce sens-là, ça veut dire que c'est pas fiable. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui reproduisent bien ce phénomène, et il y a des modèles qui le reproduisent pas. Et à l'inverse, en bas, vous avez les précipitations. Quel est l'impact sur les précipitations? Est-ce que les précipitations vont plutôt augmenter ou est-ce que les précipitations vont plutôt diminuer? Et vous voyez qu'il y a quand même une grosse zone de barre de la Terre, où vous avez une grosse zone de la Terre, où vous avez des barres qui sont dans ce sens-là, ça veut dire que c'est peu fiable. C'est peu fiable, ça veut dire qu'il y a des modèles qui disent que ça va plutôt augmenter les précipitations, et il y a d'autres modèles qui disent que c'est plutôt ça va diminuer les précipitations. Donc il y a des zones où c'est fiable. En particulier, à peu près tous les modèles vont dire qu'il y a une diminution des précipitations dans le bassin méditerranéen, mais à l'inverse, il y a quand même un paquet de zones où c'est pas le cas. Donc typiquement, si on demande, tiens, quelle va être l'évolution des précipitations sur l'Amazonie, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a des modèles qui disent c'est dans un sens, et d'autres modèles qui disent ça va être dans l'autre champ. Alors par contre, il y a un truc sur lequel on est complètement sûr, c'est le niveau des mers. Il n'y a absolument aucun doute que le niveau des mers va augmenter. Je vais plutôt montrer cette figure-là. En fait, ça c'est le niveau des mers. Là encore, toujours les modèles avec mes deux scénarios. La barre grisée pour représenter le fait que les modèles ne disent pas exactement la même chose. Et vous voyez que même pour le scénario que je qualifie d'optimiste, où il y a vraiment un effort de réduction super important sur nos émissions pour arriver à stabiliser puis même diminuer les concentrations de dioxyde de carbone, même avec ce scénario-là, vous avez une augmentation du niveau des mers et puis qui se continue à la fin du siècle. C'est-à-dire que, en gros, là aussi, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais pour dire très simple, de manière fausse, mais pour illustrer, le Groenland, il va fondre. Ça va prendre des centaines d'années, mais il va continuer à fondre pendant très très longtemps. Donc en fait, une augmentation du niveau des mers de plusieurs mètres, c'est quelque chose qui va arriver quoi que ce soit. Donc nos descendants devront faire face à cette augmentation du niveau des mers. Il y a pas mal d'incertitudes sur l'amplitude. En fait, cette figure-là, elle date du 5e rapport, et en fait, les derniers résultats disent plutôt que ça va être supérieur à ça, même pour le scénario optimiste, qui déjà très probablement n'arrivera pas. Donc je pense que, même nous, d'ici la fin du siècle, on va très probablement se prendre 1 mètre de niveau des mers, et ça va s'accélérer dans le futur. Par contre, ensuite, il y a tout un tas d'incertitudes, mais je vois que j'arrive un peu au bout de mon temps. Donc, il y a des incertitudes sur le devenir du Gulf Stream. Donc là aussi, les modèles ne sont pas forcément d'accord avec ce qui va arriver, mais effectivement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. En tout cas, rassurez-vous, vous avez peut-être vu le film Un jour d'après, là, qui dit que ça va se refroidir, mais non, ça n'arrivera pas. Même si le Gulf Stream s'arrêtait, le climat de l'Europe resterait un climat tempéré, et donc on n'aurait pas le climat de New York ici. Et puis vous avez probablement déjà entendu parler du permafrost, qui est des zones gelées des hautes latitudes qui contient énormément de carbone et qui constitue un petit peu une bombe à retardement potentiel, parce que lorsque ce carbone va dégeler, il y a une partie qui va partir dans l'atmosphère. Et la grande question est de savoir si ça va partir sous forme de dioxyde de carbone ou sous forme de méthane, parce que l'impact sur le climat sera pas du tout le même. Donc là, il y a aussi c'est une incertitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas consensus sur cette question aujourd'hui, et donc il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus. Voilà, donc j'insiste sur le fait que il y a des choses qui sont certaines, il y a des choses qui sont pas certaines. Donc la hausse des températures, c'est relativement bien contraint pour une concentration de dioxyde de carbone donnée. Donc ça veut dire que quand même l'incertitude, là pour le coup, pour les températures, c'est essentiellement quelle va être la trajectoire du dioxyde de carbone, et donc quelles sont les décisions que nous allons prendre collectivement. Par contre, sur tout un tas d'autres choses, en particulier les événements extrêmes, en particulier les précipitations, il y a encore beaucoup d'incertitudes. J'en ai pas tellement parlé, mais l'étude du climat du passé montre qu'il y a des points de basculement, c'est-à-dire que quand on regarde un peu dans le passé, il y a eu des fois, en l'espace d'une génération, il y a des zones où la température a basculé de 10 degrés, parce que la circulation atmosphérique a varié. Donc c'est possible d'avoir ces typiques points, donc ces points de basculement, mais qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'identifier clairement. Donc pour faire tout ça, il faut continuer à faire de la recherche sur l'analyse des processus, et puis arriver à modéliser correctement ces processus. Et je m'arrête là, je suis pile à 45 minutes. Merci.
On va peut-être prendre quelques questions. Combien de 5 minutes de questions quand même. Je ne sais pas s'il y a un micro à faire passer. L'étude qui est parue début juillet dans PLOS ONE qui disait que la température de Paris serait celle de Canberra en 2050. Elle se situe où dans ces... On en a beaucoup entendu parler à la radio dans tous ces scénarios. En fait, elle est plutôt... Enfin, il y a le scénario que je vous ai qualifié d'optimiste qui dit que dès maintenant, la semaine prochaine, on va arrêter d'augmenter nos émissions. Pardon, je parle sous le micro. En fait, celle-là, très probablement, elle n'arrivera pas. Et par contre, les 3 autres scénarios, en fait, sur les 10 prochaines années, donc finalement sur le climat jusqu'au 2050, ils sont assez similaires. Donc c'est un des 3 scénarios vers le haut. Donc c'est ce qui va arriver. Par contre, dans la communauté, cette étude-là, bon, c'est un modèle qui dit ça. Je veux dire, la force des travaux du GIEC, là, c'est justement de mettre ensemble les 30 modèles et de dire ça c'est fiable, ça c'est pas fiable. Alors que là, c'est un modèle, et donc ça ne permet pas de dire vraiment si le résultat est robuste ou pas. J'ai une question sur les rapports du GIEC en eux-mêmes. Il y a certaines critiques qui sont faites, et les 2 principales. Donc la première, c'est que ce rapport-là, c'est basé sur une grande revue de littérature de milliers d'articles, et que finalement, quand le rapport sort, on est déjà basé sur des données qui sont un peu antérieures, ou de l'évidence qui est un peu plus ancienne que ce qu'on sait à ce moment-là. Et la deuxième, c'est que ce rapport, il est accepté par tous les États membres des Nations Unies, et notamment aussi par les principaux pollueurs, ou les États-Unis de Trump actuellement. Et j'aimerais avoir votre opinion sur ces 2 critiques. Donc sur la première, elle est parfaitement valide. Donc effectivement, même il y a une règle qui dit que pour qu'un papier soit utilisé dans un rapport du GIEC, il faut que le papier soit accepté à une certaine date. Et cette date, elle est typiquement 1 an avant que le rapport sorte. Donc vous pouvez dire, ah oui, bah, bon. Ceci dit, il ne faut pas rêver, hein, la science du climat, il ne faut pas s'imaginer que tous les 6 mois, il y a des révolutions. Il y a une amélioration graduelle, enfin, c'est ça. Mais, critique légitime, c'est truc. Par contre, deuxième critique, alors on entend souvent, ah mais le GIEC, c'est un organisme politique, blablabla. Alors ça, je peux en parler vraiment directement, parce que comment ça fonctionne en fait? Donc il y a le rapport complet, le truc qui fait 500 000 pages, et puis ensuite on commence à rédiger un rapport pour les décideurs, le résumé de 30 pages. Et c'est ce résumé qui est discuté, négocié avec les représentants des États. Et j'ai participé moi à cette négociation, donc j'ai vu comment ça se passait. Donc effectivement, il y a des États qui poussent un peu, l'Arabie Saoudite, pas qu'on dise certains trucs. Moi, dans le rapport auquel j'ai participé, l'Amérique nous a pas embêté du tout à l'époque. Enfin, ils défendaient la science, quoi. Et sachant, bon, mais donc il y a effectivement une négociation, il y a des États qui demandent des choses, mais à la fin, c'est toujours les scientifiques qui ont le dernier mot. D'accord ? Ils peuvent modifier. On a modifié un certain nombre de choses, et pas forcément en mal. C'est-à-dire que, vous savez, les scientifiques, ils ont leur jargon. Donc le représentant des États, il est plus proche de la société civile, et il peut aussi pas comprendre la manière dont on rédige les choses, et préférer une autre formulation. Donc il ne faut pas dire que c'est nécessairement négatif, cette intervention des États. Et le dernier truc que je dois dire là-dessus, c'est que de toute façon, tout ce qui est dans le résumé, ça doit aussi se trouver dans le rapport final. Donc on peut pas dire, dans le rapport complet. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc la deuxième critique, souvent, elle vient plutôt des climato-sceptiques, enfin des climato-dénialistes, c'est le terme que j'aime bien utiliser, pour dire mais il ne faut pas y croire, tout ça c'est de la politique. Non, le GIEC, c'est de la science, y compris son résumé pour les décideurs. Merci beaucoup François-Marie Bréon pour cette excellente présentation. Je vous propose de garder vos questions éventuellement pour la pause de la table ronde.